sommes sur un plateau d'environ 4 km² qui a été habité et utilisé comme forteresse naturelle par la population sénipo de Sendou pour se mettre à l'abri des razzias et des guerres tribales du XIVe siècle jusqu'en 1813. Et lieu de culte et de croyance pour les Sénipos, ce plateau reste un site sacré où se tiennent toujours des pratiques ancestrales animistes. Je dis bien animistes parce qu'en son temps, ils ne connaissaient pas le christianisme et encore moins l'islam. C'était la pure tradition. Mais quand nous parlons d'animisme aujourd'hui, certains ne veulent même pas entendre ça parce que ceux-là pensent que l'animisme, c'est faire des sacrifices humains. Mal compris, et je m'explique. Puisque pour l'Africain en général et pour l'animisme qui sommeille en lui en particulier, chaque chose a un sens, chaque événement, même le plus hasardeux, a une raison. C'est qu'il existe un ordre des choses qui peut être perturbé par nos actions ou simplement par notre présence. Mais il faut essayer de comprendre aussi pourquoi les éléments qui nous entourent dans nos environnements sont tous à leur bonne place. Et chez nous, les Sénifos, modifier cette organisation, c'est influencer sur le devenir de tout le reste. Car rien n'est innocent, rien n'est sans effet sur l'équilibre universel du monde. C'est implicitement accepté et l'on doit en tenir compte. Seuls les sages, les féticheurs ont accès aux clés qui permettraient cette interprétation et c'est par son intermédiaire aussi que l'Africain entrera en contact avec les forces de la nature, les mystères du monde invisible et qu'il trouvera la place qui doit être la sienne dans l'équilibre primordial de la création. Donc sachons l'accepter et nous serons partout confrontés à la richesse des croyances naturelles qui empruntent encore le quotidien. Voici comment j'explique l'animisme chez nous. Et avant, il s'est passé l'initiation des jeunes au masque Sénifo ici. Les jeunes garçons à partir de 18 ans rentraient dans les bois sacrés pour ressortir à 25 ans. 7 ans plein d'initiation. Et jusqu'à nos jours, ça continue. Même si on ne passe pas les 7 ans dans les bois sacrés, mais c'est toujours les 7 ans là qu'on passe dans l'initiation. Et à la sortie, il y a d'autres qui sortaient comme géologues, scientifiques, historiens. Voilà. Donc malheureusement, il y a un grand choc qui est en train de se dégager entre la modernisation et la tradition. Puisque les jeunes garçons n'arrivent plus à passer à l'initiation à cause de l'école. Quelque part, c'est une perte aussi. Donc voilà un peu. Et nous allons organiser notre balade sur ces plateaux. Voilà. On va partir d'abord à droite, essayer de faire une boucle, se retrouver là encore pour descendre. Voilà. Bon, je vais parler un peu de la géologie aussi, pour ceux qui sont à l'air toute première fois. Sachez que ces pics de Sendou sont situés à l'ouest du Burkina Faso, dans la région de Cascades, dans la province de la Léraba et plus précisément dans la commune de Sendou. D'une hauteur d'environ 468 mètres d'altitude, l'origine de ces pics remonte du retrait de la mer du Précambrien, environ 670 millions d'années selon la géologie. Pour dire qu'en ce moment, une grande partie de l'Afrique était couverte par l'eau. Et cette eau, pendant son retrait, a laissé développer la sédimentation du sable qui ensuite s'est compactée pour donner naissance à ces blocs de rochers. Alors cette roche de nature grecque est composée de sable, de mica, de quartz et un peu de métal. Rongée, sculptée et taillée par l'érosion hydrique, l'érosion éolienne, l'érosion par la dilatation et par l'action des plantes, ces roches ont pris des formes de pics et même des formes imaginaires. Si vous arrivez à Fabédougou, on va vous parler des dômes. On parle de dômes à Fabédougou parce que là, il n'y a que des formes arrondies. Voici pourquoi on appelle ça dôme. Mais à Sendou, ici, on a des formes pointues, on va nous parler des pics. Et c'est des pics qui ne piquent pas. Merci, la visite continue. Merci. Nos anciens se servaient de ces plantes-là pour empoisonner les flèches. Voilà. Une fois touché par ces flèches, qui ne tuaient pas directement, mais ça paralysait, tu t'endormais d'ailleurs et au réveil, tu vas te retrouver les mains bien ligotées pour dire que tu es devenu captif, prisonnier de guerre. Et le nom scientifique de la plante, c'est Euphorbia elemandria. Elle est de la grande famille des Euphorbiacées. Et nous, les Sénifos, nous l'appelons le poison des babouins. Puisque les singes même l'évitent. Quand il se fait piquer, il va s'endormir. Donc, quand il s'endort, on va l'attacher. Donc, c'est mieux de ne pas toucher. Euphorbia elemandria. C'est des plantes qui ne poussent uniquement sur les roches, ils ne poussent jamais sur la terre ferme. Pourtant, elle est très laiteuse. Une fois blessée, la sève commence à couler comme du lait. Donc, c'est cette sève-là que les anciens reprenaient et puis empoisonnaient les flèches avec. Merci. Voilà. Alors, ces riz de cases que vous voyez font partie des décors du film de Soundiata Keita. Voilà, l'héritage de Griot. Voilà, un film de Dani Kouyaté. Voilà, ça a été tourné ici. Voilà, ce que les gens n'ont pas compris, l'histoire de Soundiata s'est passée réellement au Grand Manding à l'époque.
Et on a trouvé que Sendou est un lieu propice pour le film. Ils sont venus reconstituer le film ici en 1994 par le cinéaste Tani Kouyaté. Parce que Sendou faisait partie de l'Empire manding en son temps. Parce que nous, on relevait du Kénédougou, d'où Sikasso était la capitale. Comme la langue est déjà parlée ici, le Bambara, c'est pourquoi ils ont eu raison de prendre les gens sur place ici pour jouer les rôles. Sinon, la plupart des acteurs du film, c'était avec la population de Sendou. Et c'est tout juste là que Sundiata a pris ses appuis sur la canne pour pouvoir se tenir debout. Voilà. Et Samarat était arrêté dans la cour en train de le regarder s'il allait pouvoir réellement se lever. Donc, dans ce film, on avait essayé de représenter aussi un peu la culture sénifo. Puisque bien avant en pays sénifo, les cases carrées ou rectangulaires que vous voyez de l'autre côté étaient réservées uniquement qu'aux hommes. C'est les hommes qui habitaient dans les cases carrées ou rectangulaires. Maintenant, les cases rondes étaient destinées aux femmes, car les cases rondes donnaient les signes de fécondité et la rondeur. Une femme n'avait jamais le droit de rester dans une case carrée ou rectangulaire. C'était un tabou. Il fallait rester toujours dans la case ronde pour pouvoir nous faire beaucoup d'enfants. On s'en fichait d'ailleurs, mais l'enfant était la première richesse. Mais on trouvait des poteries, tout juste à l'entrée, qui servaient d'abriter les fétiches protecteurs de la famille royale au sein des murs. Mais aussi, on trouvait d'autres poteries quelque part qui servaient d'issue de secours. Là, en cas d'attaque, au lieu de faire tomber les murs difficilement pour sortir, il fallait casser la poterie puis se retrouver immédiatement dehors. Comme c'était lors des guerres tribales, il fallait tout prévoir car tout pouvait arriver à tout moment. Mais le recul d'un bélier, ce n'est pas la peur, mais une prise de position. Que les civils les sachent. Voilà, nos esclaves là. Voilà, qui pensaient être les maîtres des flèches, mais arrivés ici, ils ont trouvé plus maîtres qu'eux. Merci. Alors, cette terrasse que vous voyez fait partie des décors du même film de Sundiata Keita. Parce que c'était à cause de l'acteur principal du film, le nommé Sotikou Kouyaté, qu'on avait fait construire cet hangar ici. Vous savez, quand le soleil monte et que ça tape fort, ces roches aussi dégagent de la chaleur, donc c'est plus étouffant. Alors que Sotikou était beaucoup avancé en âge, en plus il était asthmatique. Donc pour lui faciliter la tâche, on lui avait fait construire cet hangar, il se reposait là quand il faisait chaud. C'est son fils Dani qui est le réalisateur du film et lui-même, le papa, était l'acteur principal dans le film. Donc c'était la famille. Comme ils sont tous cinéastes, voilà, et il a su bien jouer son rôle de griot narrateur car lui-même étant griot de naissance. S'il n'était pas un vrai griot, il n'allait pas pouvoir bien jouer son rôle de griot narrateur dans ce film. Pour ceux qui comprennent les Bambara, Sotikou a très bien joué son rôle de griot narrateur. Nous pensons aujourd'hui que les griots, c'est prendre un tambour, chanter les lois des gens, se faire beaucoup d'argent. Oui, ça fait partie, mais ça ne se limite pas à ça. Bien avant, les griots étaient les premiers conseillers des rois qui détenaient les constitutions des coutumes par le seul travail de la mémoire. Et chaque famille princière avait son griot préposé à la conversation de la tradition. Pour dire que c'était parmi ces mêmes griots que les rois choisissaient les précepteurs des jeunes princes. Et dans les sociétés bien éracisées d'avant la colonisation où chacun trouvait sa place, les griots nous apparaît l'un des membres les plus importants de cette société car c'est lui qui, à défaut d'archives, détenait les constitutions des coutumes, les traditions et les principes de gouvernement des rois. En fait, ils étaient des bibliothèques vivantes de l'Afrique noire. Et voilà, l'Occident nous a malheureusement appris à mépriser ces sources orales en matière d'histoire, car tout ce qui n'est pas écrit noir sur blanc étant considéré comme sans fondement. Pourtant, eux-mêmes, ils sont en train de déformer notre histoire à travers leurs écrits. Moi, personnellement, j'aurais appris en classe de CM2 que tous les Ouattara sont venus de Kong en Côte d'Ivoire. Comme si l'origine des Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire. Archi faux. C'est très faux. L'origine des Ouattara, c'est toujours les grands mandingues. Plus précisément du Kénédougou. Parce que l'Empire manding était constitué de 4 grands royaumes sénifaux. Il y avait le royaume Bambara de Ségou, le Kénédougou de Thiéba Ouattara, le royaume de Kong et le Guiriko de Famaran. Le 5e royaume qui s'ajoutait, c'était le royaume Soso, l'actuelle Guinée-Conakry. Voici les grands mandingues. Ces colons sont venus prendre l'histoire au moment où ils sont arrivés, alors que bien avant, il y avait une histoire. Tout en ignorant que c'est un cousin direct à Thiéba Ouattara du nom de Kéréou Sessouma qui quitta le Kénédougou pour fonder le royaume de Kong vers les années 1670. Alors, Thiéba Ouattara va envoyer ses 2 fils guerriers, Sékou Ouattara et Famaran Ouattara, d'aller soutenir leur oncle Sessouma à Kong. Voici comment les 2 Ouattara se sont retrouvés à Kong en son temps. Et vous savez, en Afrique, l'âge est un diplôme. Dès qu'ils sont arrivés, le roi Sessouma prenait Sékou Ouattara, qui était l'aîné, comme un premier ministre, qui est resté à ses côtés et suivait bien les choses avec lui,
Famara Ouattara, étant plus jeune, était à la défense de son armée. Maintenant, après la mort du roi Sissouma, comme Sékou Ouattara avait commencé à bien travailler, la population de Kom même décida de les mettre à la place de son oncle. Et c'est sous son règne aussi, sous le règne de Sékou Ouattara, que le royaume de Kom a eu son apogée. Voilà pourquoi les colons ignoraient l'oncle. On pense même que c'est Sékou Ouattara, le père fondateur du royaume de Kom, alors qu'il a hérité de son oncle Sissouma. Et faites une remarque. Pourquoi il y a plein de barreaux à Kom? Il faut comprendre directement que c'est les Kénédougou qui s'est déporté de l'autre côté. Les noms de famille Sissouma et Baro sont tous originaires du Kénédougou. Donc, quand Sékou Ouattara fut roi à Kom, son petit frère Famara Ouattara quittait le royaume de Kom pour fonder les Giriko, qui partaient de Mangodara en montant sur Bobo Dioulasso. Voici l'histoire. Donc, on ne peut pas tout dire aujourd'hui, comme on est un peu pris par le temps. Et cette case que vous voyez au loin était la case à la maman de Sundiata qui était dans le film. C'était la case à Sogolon. Alors donc, ces lieux servaient des lieux de sentinelle pour nos vaillants guerriers à l'époque. Quand ils avaient pris la décision de descendre dans la plaine afin de mieux profiter de l'eau et de l'agriculture en croyant qu'il n'y avait plus de guerre. Donc, voilà. Mais ce n'était pas totalement fini. Entre-temps, il y avait eu des menaces. Donc, ils prenaient les femmes, les enfants, on les ramenait ici. Et les guerriers se plaçaient là pour avoir la position des ennemis le plus tôt possible. Et une fois que la position de l'ennemi est connue, le combat était d'office gagné. Donc c'est un autre lieu de sentinelle. Mais en son temps, ce n'était pas facile. Parce qu'ils avaient commencé l'élevage. Ils avaient quelques ânes et de la volaille aussi. Alors que les ânes devraient braire à chaque 30 minutes, les coqs aussi devraient chanter. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et Senpo étant plus malin, on se servait de la paire de carité et on badigeonnait l'arrière des ânes pour les rendre plus calmes. Là, quand ils se concentraient pour braire, ça lâchait par derrière et le camouflage était assuré. Pour les coqs, il suffisait de les mettre dans des cailloux où ils ne pouvaient plus lever la tête. Tant qu'il est coincé, il ne peut plus chanter. Donc c'est une leçon pour les gars du sud-ouest. Merci bien. Voilà, donc, voilà. Donc, on va se retrouver encore à l'homme pour la conclusion et puis procéder. Voilà, et sachez que ces villages portent 3 noms différents. Alors, le nom authentique du village, c'est Sundo. Et Sundo qui veut dire la protection des esprits. Parce que quand nos anciens sont arrivés ici au début du XIVe siècle, ils ont constaté qu'il y a la toute première chaîne de montagnes qui faisait la ceinture du village. Et que dans la mythologie sénifo, les élévations telles que les pics ont été toujours habitées par des esprits surnaturels. Voici pourquoi ils ont donné ce nom Sundo qui veut dire la protection des esprits, parce qu'on croit qu'on est protégé par les esprits des pics. Voilà. Maintenant, il y a eu l'arrivée des Bambara musulmans commerçants. L'islam est arrivé 3 siècles après. Et ils ont donné un second nom au village qui est Sutrala, qui veut dire la protection d'Allah. La protection divine. Parce que ces musulmans n'étaient pas venus pour s'installer définitivement, mais ils étaient de passage. Mais fatigués du trajet fait à pied, ils ont demandé de rester ici pendant quelques mois avant de continuer leur périple parce que c'était à l'approche du mois de Carême. Donc, ils avaient été acceptés par nos anciens malgré qu'ils ne sont pas du même bord religieux. Maintenant, malheureusement, pendant leur séjour, les villages avaient été attaqués par d'autres groupes ennemis qui, malgré leur supériorité matérielle et humaine, ont échoué à toute tentative contre ces petits villages. Et convaincus de la protection du village, ces musulmans ont demandé de rester définitivement en donnant ce nom Sutra qui veut dire la protection d'Allah. Et on aura un 3e nom qui est Sendou, qui a été donné par les colons. Et Sendou, qui ne veut rien dire, mais une déformation de Sundo. En voulant écrire Sundo, il a écrit l'entendu Saint-Louis et c'est ce qu'il a écrit. Voici un peu l'historique selon la tradition orale sur ces villages de Sundo. Merci bien. Donc, vive le tourisme, vive le Burkina Faso. Merci. Vive le Burkina Faso.